Marielle Massé est directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe du CRAL, le Centre de recherche sur les arts et le langage. Elle est l'auteure de plusieurs livres, 2 qui sont plus importants, qui sont déjà parus. Le temps de l'essai en 2006, Façon de lire, manière d'être en 2011, et il y en a un qui va paraître à la rentrée dans la collection Essais de Gallimard, Bête de style. Le sous-titre est encore un peu flottant, mais ça pourrait être Penser les formes de nos vies. Donc quelque chose qui n'est pas très éloigné, me semble-t-il, de nos préoccupations. Michaud a toujours été un objet de réflexion pour Marielle. Certains textes ont été décisifs pour sa réflexion, notamment Bras cassés. Et nous l'écoutons pour La vie se débat dans ses formes. Merci beaucoup. Je vais tenter d'approcher une... Vous m'entendez ? Je parle plus fort ? Pas du tout ? Je vais tenter d'approcher une dimension de l'éthique ou des éthiques de Michaud qui m'est apparue sur fond de comparaison. Sur fond de comparaison, c'est-à-dire de ressemblance et de dissemblance entre Michaud et Ponge, notamment sur la relation à l'altérité et sur le sentiment du pluriel et sur la réquisition morale du pluriel des vies. Il m'a semblé en effet apercevoir une disposition commune à Ponge et à Michaud, mais également des orientations profondément divergentes, imprimées par leur poésie à cette disposition. Je parle assez fort ? Oui. Leur disposition commune, c'est celle que j'aimerais décrire comme une sensibilité au maniérisme du vivre, c'est-à-dire au fait que la vie ne nous échoit que sous des manières, des façons, des formes, pas de vie mais des manières de vivre, pas d'être mais des modalités de l'être. Une sensibilité commune au fait donc qu'il n'y ait pas la vie mais des phrasés du vivre, des régimes du vivre qui sont autant d'idées, de propositions énoncées par le fait même de la vie, comme si la vie formulait ses idées, à la surface bruissante de ses formes, des genres d'être, donc des styles du vivre, des idées de vie. Voilà ce que chacun d'eux observe, ressaisit, institue, voilà comment chacun d'eux partage le monde, voilà aussi ce par quoi il cherche à être véritablement affecté. Mais de cette disposition commune, de cette conviction peut-être, donc d'un maniérisme du vivre, Ponge et Michaud font des pistes poétiques très différentes, des scènes syntaxiques très différentes. Et sur ces scènes, ils engagent des valeurs très différentes, c'est-à-dire des éthiques à certains égards opposables. Donc c'est ça que je vais tenter d'explorer. Je vais procéder donc par comparaison, pas seulement par méthode, mais aussi parce que c'est cette comparaison qui m'a permis chez chacun d'eux de percevoir combien aucun de ces deux poètes ne se dérobe à un questionnement éthique au cœur même de son intention poétique, mais aussi parce que cette comparaison m'a conduite en quelque sorte à aimer Michaud encore plus, voyant que non seulement il ne se dérobe pas aux enjeux de la relation d'altérité, mais que surtout il endosse dans cette relation d'altérité ce qu'il y a de plus difficile à avaler, si je peux dire, ce qu'il y a de plus colérique, de plus requérant. Et puis enfin, parce que la comparaison me protège, par le pluriel des places ainsi occupées, de la sincérité qui est requise, de la sincérité quant à ce qui est affecté chez tout lecteur, par ce sérieux, par cette gravité, ce que j'ai entendu dans le stoïcisme dont Martin Rueff a parlé, par ce sérieux, par cette gravité morale de Michaud. Et c'est ce qui m'intimide notamment dans le fait de parler avant Claude Mouchard, parce que je sais que lui ne va pas se dérober à cette réquisition de la sincérité, et qu'il a aussi peur que moi, mais que donc il ne doit pas avoir peur. Oui. Je commence par Ponge, donc, et vous me pardonnerez si un bon tiers de cet exposé est consacré à Ponge, parce que c'est grâce à lui, en fait, que j'ai entendu autrement Michaud. Une page des œuvres de Ponge présente la liste des titres que Ponge avait envisagés pour la rage de l'expression.
et elle laisse entrevoir les tâtonnements de l'écrivain aux prises avec les choses et avec lui-même, à la recherche d'une formulation juste des plis du réel et des engagements de la parole à son égard. Et voici quelques-unes des formules proposées. Les façons d'être, les manières d'être, les raisons d'être, le mode définitif, les grandes habitudes. J'y vois l'engagement de ce qu'on pourrait appeler un regard modal sur le réel. Ponge exige que ses poèmes disent le mode d'être de chaque chose, qu'ils exposent et relancent cette sorte de style d'existence que chaque chose risque très concrètement dans le sensible. Et c'était chez Ponge un vrai projet ontologique que ce regard modal. Sa poésie est tout entière habitée par cette attention à la manière de toute chose, à la façon qu'ont les choses d'être ce qu'elles sont. Je le cite, « Comme le développement de cristaux, une volonté de formation et une impossibilité de se former autrement que d'une manière. » C'est Ponge qui souligne « d'une manière ». Belle trouvaille d'ailleurs que cette manière intransitive, arrachée à sa syntaxe habituelle, l'être est toujours d'une manière, la vie est toujours d'une manière. Et le lexique de Ponge est très insistant, sans ambiguïté. Style, allure, manière, façon, mode, formule, forme, rythme ou encore régime. Et Ponge, comme Jean-François Billetter à propos des gestes, précise qu'il parle des régimes de l'être comme de ceux d'un moteur. Ils ont la même belle comparaison. Et plus encore, cette poésie est attentive à la pluralité intrinsèque des manières, qui n'ont de sens qu'à être disposées en foule et prises ensemble, comme un peuple de modes d'être. Foule des modes d'être, donc, où le réel n'est pas pulvérisé en singularité, mais compris comme une multitude de partis pris dans le vivre. Il ne s'agit pas de compter ces modes d'être, non. La conviction de Ponge ne s'accommode pas d'une taxinomie, il ne cherche pas à ranger les choses dans des classes d'existence qui pourraient s'ordonner en un répertoire, il vise une dynamique. Ce n'est pas une question d'appartenance à une classe d'être, c'est une question d'institution. L'institution d'une pensée de la vie dans toute prise de forme de la vie. Institution, capacité à instituer, c'était aussi le mot de Merleau-Ponty. Les choses ne sont en effet pas découpées d'avance, il faut toujours circonscrire la chose, c'est ce que Michel de Guy appelle, il dit il faut se la faire, la chose, il faut se la découper. La polyphonie du champ des choses énonce ici un pluriel particulier, non pas une pluralité d'êtres isolés, mais une pluralité de styles d'être, où chaque singulier est animé de généricité, s'excède en une sorte d'envoi, en une vie générale, et chaque singularité s'en trouve restituée à sa dimension de possible. On pourrait comparer, moi je le ferais volontiers, cette disposition modale de Ponge à la manière dont Canguilhem, dans les mêmes années, a proposé une reconception de l'état de santé ou de l'état de maladie. La maladie, posait-il, n'est pas une altération quantitative de la santé ou de la vie normale, c'est une autre allure de la vie. Une allure complète qui reconfigure entièrement la vie et doit être traversée à la première personne. La vie doit par conséquent être redéfinie comme un renouvellement permanent de forme, une institution continue d'allure, c'est-à-dire de normes. Je le cite, « L'état morbide est toujours une certaine façon de vivre. La vie est en fait une activité normative, car normatif est ce qui institue des normes. » Et la vie devient ici, comme chez Ponge, un milieu de création continue de formes, c'est-à-dire aussi, comme chez Ponge, et c'est là qu'il y a une éthique immédiate du poétique, institution de forme, c'est-à-dire aussi de valeur. Ici non plus, il n'y a pas seulement la vie, il n'y a que des allures de la vie, des façons dont la vie va ou dont la vie s'en va, des façons dont on s'y prend pour vivre, des façons dont faire aller sa vie, les façons dont on nous fait aller, etc. Et la proposition de Canguilhem engage explicitement une morale et même une politique. Sa façon de reconcevoir les rapports entre l'état de maladie et l'état de santé a, vous le savez, profondément influencé et même autorisé Foucault. Foucault s'est passionné pour cette proposition, Bourdieu aussi d'ailleurs, où il a trouvé les instruments pour penser la différence de façon non distinctive, non taxinomique.
et qu'Angoulême n'a pas reculé devant ces solidarités, citant Triste Tropique, s'intéressant à ce que ce serait que les autres allures de la vie, si on pense à ces configurations complètes, à ces agencements singuliers que sont aussi les formes sociales ou les civilisations. Il obligeait, en tout cas, à abandonner une démarche de classification au profit d'une interrogation sur le sens que prend toute forme de vie pour celui qui en est le sujet, pour celui dont la vie, pour un temps, ne s'enlève que sur ce mode. Et par parenthèse, j'en retrouverai aussi volontiers le principe dans la démarche de Mauss, Marcel Mauss, modale elle aussi. Mauss, pour qui tout le projet ethnographique était guidé par un appétit très particulier, l'appétit pour un pluriel très particulier, le pluriel des formes de la pratique. Il se propose, par exemple, dans les techniques du corps, de faire droit à ce qu'il appelle le divers des façons de se servir de son corps, c'est-à-dire d'étudier, je cite, ces façons fondamentales que l'on peut appeler le mode de vie, le modus, le tonus, la matière, les manières, la façon. Tout est à observer et non pas seulement à comparer, précisait Mauss, dans une disposition à l'égard de la pluralité inhérente au vivre qui me paraît tout à fait proche de celle de Ponge. Cette conviction d'une vie instituant des formes, c'est-à-dire recréant des normes à la surface même de son champ sensible, je crois que c'est ce que Ponge a précisément endossé en poète. Projet ontologique donc, mais aussi projet éthique, que celui d'exposer ce que Montaigne appelait la forme maîtresse de chaque règne, de chaque espèce, voire de chaque chose, car la perception d'une forme est ici la perception d'une orientation complète de la vie, c'est-à-dire d'une valeur. Et c'est bien ce que désigne en premier lieu le parti pris des choses. Chaque chose, chez Ponge, prend son parti, risque sa forme, énonce son idée. Et ce parti pris d'une chose l'anime toujours d'une qualité morale, la gravité de l'eau, par exemple, de l'eau pourtant diaphane, la prudence dont se caparaçonne le crustacé. Les choses, les bêtes, ne s'en trouvent pas anthropomorphisées, mais justement moralisées. Une compréhension du réel comme foule de modes d'être ne va pas, chez Ponge, sans la reconnaissance de cette véritable idée de vie qu'engage tout mode et de la façon dont toute forme de vie prend son parti sur la vie et donc altère le nôtre. Tout dans le réel a cette sorte de tâche éthique à accomplir, engager son mode, instituer son style, qui est aussi une norme du vivre. Et c'est pourquoi Ponge considère toute chose, avec un mélange d'ironie et de tendresse, comme attentif à sa persévérance, à son héroïsme. Je le cite, « Oh, l'héroïsme de la moindre chose, sa vertu, sa patience, sa volonté d'être comme elle attend qu'on vienne l'admirer, comme elle attend qu'on vienne l'aimer. » Ce style d'être risqué par une chose, c'est mieux qu'un pli, qu'une habitude, c'est plus dynamique, c'est plus directionnel, c'est un engagement que chaque forme propose et qui, par ce mouvement, peut faire l'objet d'un prolongement, d'une élongation, d'une réappropriation. C'est une propriété impropre. Derrida a fait grand cas de ces paradoxes du propre chez Ponge. Notre monde devient ainsi un monde de puissance formelle, de pistes figurales qui traversent les choses plus qu'elles ne les définissent et qui les mettent autrement en réseau. Le pré, par exemple, sonne grêle, c'est son côté clavecin. Non, c'est bon. Comme le côté Dostoïevski de Madame de Sévigné dont parlait Proust. En ce sens, Ponge n'est pas le poète des objets, il n'est pas non plus le poète du langage, il est le poète de ce grain modal du réel, de ce partage modal du sensible. Et lorsque Ponge parle, pour dire cela, de rage de l'expression, sa formule apparaît double. L'expression désigne d'abord cette dynamique d'institution de forme dans le réel, le surgissement de chaque être comme une manière, une expression qui ne doit pas être pensée à la façon romantique comme une effusion, mais comme une tâche, une exposition, un engagement répété des choses dans le monde, une façon pour chaque chose de s'avancer et de risquer son pas. Ainsi, de la mer, c'est une chose simple, dit Ponge, qui se répète flot par flot,
mais les choses les plus simples dans la nature ne s'abordent pas sans y mettre beaucoup de formes et faire beaucoup de façons. L'eau met les formes, fait beaucoup de façons pour être de l'eau, et tout objet, toute espèce, chez Ponge, fait de même. Mais l'expression, et j'en ai bientôt fini avec Ponge, regarde aussi évidemment la tâche du poète. Tout son travail réside dans un effort réciproque ou solidaire ou conjoint pour dire ses manières de se tenir dans l'être, pour qualifier ses vies qualifiées, c'est-à-dire pour endosser dans sa tâche expressive à lui la responsabilité de ce maniérisme du réel, la précision de tout comment, je cite Ponge, honorer les formes les plus caractéristiques d'une stylisation à laquelle même les crevettes ont droit. Alors il y a chez Ponge une grammaire à cela, c'est celle de l'article défini et du présent d'actualité qui inscrivent le pré, la pluie, le cajot dans le plan synchronique du pluriel et des variations du vivre. Grammaire aussi des comparaisons qui organisent ces qualités, qui articulent la foule des styles d'être, être comme ceci, ne pas être comme cela, ne pas être comme cela de cette façon-là, et non pas ne pas l'être de cette autre façon. Mais aussi évidemment la grammaire des modalisateurs, des gradations de la qualification, plus, moins, qui mesure et arpente la singularité, toujours dynamique d'une manière, ou encore la grammaire de l'adverbe, qui fait entrer cette loi modale dans le temps et la modulation. Et le langage de Ponge se trouve ainsi en rapport de complicité formelle avec l'élan des choses pour prendre tournure, pour prendre forme. La tâche du poète est ici exemplaire d'un devoir de compréhension de l'idée de vie qu'expose ou que risque ou que radote même chaque singularité. Que radote parfois une singularité parce que Ponge dit aussi l'obstination, la manie du vivant, sa rage, sa bile. Parmi les titres envisagés pour la rage de l'expression, il y avait aussi ceux-ci, les lubies, les idées fixes, les manies. Manière, manie, le maniérisme du vivre est aussi sa folie, son délire et la prison formelle de chaque chose. Et Ponge de glisser vers ces formules ce qu'il appelle une oppression extrêmement simple, un culte, un destin, une damnation. Je cite, « Plus bas que moi, toujours plus bas que moi se trouve l'eau, c'est toujours les yeux baissés que je la regarde, passive et obstinée dans son seul vice, la pesanteur, disposant de moyens exceptionnels pour satisfaire ce vice, contournant, transperçant, érodant, filtrant toujours plus bas, telle semble être la devise de l'eau. » Et ici, d'ailleurs, les règnes ne s'équivalent pas. L'arbre bégaie son style, comme l'eau, là où l'animal, animé, ressaisit le sien, module, crée des reliefs. Ponge, vous le savez, a des pages tout à fait splendides et moqueuses sur la végétation et sur l'entêtement qui habite la végétation. La végétation, chez lui, est moins conçue comme un règne que comme un processus buté et inlassable. C'est l'entêtement de l'arbre à produire sa feuille, celle-ci et pas une autre. Et Ponge s'amuse à défier les arbres, à les défier dans l'insistance donc de leur mode d'être. Je le cite, « Ils croient pouvoir dire tout, recouvrir entièrement le monde de paroles variées. Ils ne disent que les arbres, incapables même de retenir les oiseaux qui repartent d'eux, alors qu'ils se réjouissaient d'avoir produit de si étranges fleurs. Mais non, toujours la même feuille, toujours le même mode de dépliement, tant encore une feuille, la même, encore une autre, la même. Mais lorsqu'il est question d'un animal, humain ou non humain, le mode d'être n'est plus si borné, c'est un espace d'infléchissement qui embrasse un travail, une pratique, créatrice de mouvement. Et c'est alors dans son obstination même que l'être trouve aussi les ressources de sa progression. Lorsque Ponge, par exemple, décrit la crevette dans tous ses états, c'est-à-dire dans tous les profils de sa manière, il observe par exemple des forces de différenciation, une façon de moduler sa pente, cette façon dont la crevette, même la crevette, s'approprie son mode d'être comme un espace de variance, et le mollusque même lui apparaît comme ce qu'il appelle presque une qualité et par conséquent une énergie puissante, le mollusque, une énergie puissante.
Alors, quelle est l'issue pongienne à ces manies des manières ? C'est qu'à force d'attention, les lignes s'ouvrent, les pistes de vie s'ouvrent, que les idées de forme se répandent et s'insinuent dans celui qui veut les voir. C'est la chance de ce que Ponge appelle sortir de la rainure humaine, ou encore ouvrir des trappes intérieures. Je le cite, « Ce que je cherche, c'est à sortir de cet insipide manège dans lequel tourne l'homme sous prétexte de rester fidèle à l'homme, à l'humain, et où l'esprit, du moins mon esprit, s'ennuie à mourir. Et cela, n'importe quel objet me le procure. Si vous voulez prendre la tangente, si cela vous ennuie de rouler toujours dans la même rainure, suivez-moi. Ça a l'air prétentieux, mais c'est en même temps si simple. Vous n'aurez pas à me suivre bien loin, seulement jusqu'à ce mégot, par exemple, n'importe quoi à condition de le considérer honnêtement. Sentir le formel de la vie, donc, c'est déclore, c'est sauter du manège. Alors c'est cette insistance si évidente de Ponge sur un maniérisme de l'être qui m'a aidé à le percevoir chez Michaud, à le percevoir aussi tout autrement. Je crois que Michaud manifeste une semblable sensibilité au formel de la vie, à ses allures, mais cette ressemblance rapidement se complique pour mieux dévoiler une divergence ontologique, mais surtout éthique. Chez Michaud, le partage des modes d'être n'a ni la même morphologie, ni la même promesse ou difficulté morale. Il est batailleur, difficile à avaler, je disais tout à l'heure, et il ouvre à une interminable guerre des styles, un grand combat, jamais apaisé, grand combat au dehors entre des espèces, entre des peuples, et grand combat au dedans, entre des possibilités de vie, entre des pistes de vie qui se disputent toute vie. La vie en tant que vie est ce grand combat, elle se débat à même ses formes. C'est le titre donc que j'avais choisi. La vie se débat dans ses formes et j'aimerais faire entendre, grâce à Martin d'ailleurs, toutes les valeurs de ce pronominal. La vie dans les formes se débat, elle se démène, elle lutte pour se libérer, elle s'engage pour se dégager. Et puis elle se débat aussi parce que c'est à même ces formes que l'on débat de la vie, qu'on se querelle à son propos, qu'elle-même se discute, se dispute, à même ses formes, à même nos gestes. Chez Michaud, donc, d'abord, la vie se démène pour se dégager. C'est toute la question de l'individuation dont on a déjà commencé à parler. La vie se démène, lutte pour se dégager, c'est-à-dire pour sortir de l'indifférencié et en ressortir en permanence, toujours surgissante et toujours fragile. C'est un aspect que Pierre Pachet a formidablement mis en lumière, cette double vigilance de Michaud, à la forme que toute vie découpe d'une part, et d'autre part, derrière elle, au milieu continu, à la permanence à travers les accidents de la forme, au fond d'être qui ne se découpe pas et auquel l'expérience, conduite avec assez de rigueur et d'obstination, finit toujours par mener. Combat entre être et n'être pas, entre être et pouvoir être, entre pouvoir être autre et même pouvoir ne pas. La vie donc se démène, mais aussi elle se discute, elle se dispute, elle se partage dans ce grand combat, un grand combat qui se déclare dans tous les duels de modes d'être organisés par Michaud, et c'est Laurent qui m'y a rendu sensible, observant dans Un barbare en Asie l'exemplarité des duels animaux, des fables d'un match entre deux bêtes ou d'une rencontre. La première fable, c'est celle de la mangouste et du serpent. Je cite, « Le serpent, la première fois qu'il voit une mangouste, sent que c'est une rencontre fatale pour lui. Quant à la mangouste, elle ne déteste pas le serpent après réflexion, elle le déteste et le dévore à première vue. » Et cette fable est d'autant plus frappante qu'elle sert de comparant à une confrontation beaucoup plus embarrassante à la lecture. Quand je vis les hindous et les musulmans, je compris tout de suite quelle tentation subissaient les musulmans de donner une raclée aux hindous et combien les hindous en cachette prenaient plaisir à jeter un chien crevé dans les mosquées. Diable, qu'est-on en train de nous dire? Qu'il y a là une espèce d'incompatibilité ethnique? Non, Michaud explique en note, mais
en note et seulement a posteriori, à vrai dire, après avoir fait droit à l'espèce de brutalité inhérente au témoignage de l'autre. Il explique en note le caractère historique de cette exclusion réciproque. Ce que je voyais n'était pas seulement deux hommes différents, mais une situation susceptible d'être ressentie et appréhendée comme ayant été dans le passé une occasion de mépris, d'attaque, de meurtre. Et puis le second apologue, qui a déjà été commenté par Laurent, c'est celui du singe et du cheval, qui est plus complexe. Les modes d'être y sont moins exclusifs, mais ils ne sont pas moins affrontés. Je cite plus longuement, « Quand le cheval, pour la première fois, voit le singe, il l'observe. Il voit que le singe arrache les fleurs des arbustes, les arrache méchamment, non pas brusquement, il le voit. Il voit aussi qu'il montre souvent les dents à ses compagnons, qu'il leur arrache les bananes qu'ils tiennent, alors que lui-même en possède d'aussi bonnes qu'il laisse tomber, et il voit que le singe mord les faibles. Il le voit gambader, jouer. Alors le cheval se fait une idée du singe. Il s'en fait une idée circonstanciée, et il voit que lui, cheval, est un tout autre être. Le singe, encore plus vite, remarque toutes les caractéristiques du cheval qui le rendent non seulement incapable de se suspendre aux branches des arbres, de tenir une banane dans ses pattes, mais en général de faire aucune de ces actions attrayantes que les singes sachent faire. Tel est le premier stade de la connaissance. Reconnaissance d'un style d'être par un autre style d'être. Mais dans la suite, il se rencontre avec un certain plaisir. Aux Indes, dans les écuries, il y a presque toujours un singe. Il ne rend aucun service apparemment au cheval, ni le cheval au singe. Cependant, les chevaux qui ont un tel compagnon travaillent mieux, sont plus dispos que les autres. On suppose que par ses grimaces, ses gambades, son rythme différent, le singe délasse le cheval. Quant au singe, il aurait du plaisir à passer tranquillement la nuit, car un singe qui dort parmi les siens est toujours sur le qui-vive. Un cheval peut donc se sentir vivre beaucoup plus avec un singe qu'avec une dizaine de chevaux. Brutalité de la reconnaissance, donc, affrontement, puis acclimatation, qui n'apaise cependant rien des divergences, qui simplement les aménage, autrement dit, les rend vivables et en fait même le milieu de la vie, son ménager, son éthos. Ce deux du duel moralise tout autrement le pluriel des modes d'être que ne le faisait la poésie de Ponge. La poésie de Ponge, c'est une poésie des foules du vivre qui ouvre un rapport assez apaisé à la différence, un rapport qu'on pourrait dire tout simplement humaniste. La poésie de Michaud, c'est peut-être ici en tout cas une poésie des guerres du vivre, sensible jusqu'au bout à la force de disruption qu'est toute différence. Sensible non seulement à la pluralité des manières d'être, des manières de l'être donc, mais à cette force constante qu'a la vie de s'altérer, de se contredire, de se contester elle-même. Pas de vie chez Michaud sans guerre du vivre, partout, toujours, au-dedans comme au-dehors et sans repos. Guerre dont on s'accommode, guerre que l'on harmonise parfois, guerre sur laquelle même on fait fond, mais guerre à l'infini. Quelle usine, comme le dit le poème très mouvementé de la vie dans les plis. Mais, comme dirait Martin, il y a plus. Car le duel, le deux, organise évidemment aussi l'espace intérieur et il court à la surface de l'œuvre de Michaud sous la figure récurrente d'un duel de façon. Façon d'endormi, façon d'éveillé, façon d'homme droit, façon d'homme gauche, style droit, style gauche. Façon, c'est un mot merveilleux chez Michaud. Évidemment, c'est ce que j'ai essayé aussi de percevoir chez Ponge. Façon est le mot le moins conceptuel et le moins chargé de culture esthétique de tous les mots du style. C'est peut-être ça qui déplace Michaud par rapport à Foucault d'ailleurs. Le moins conceptuel, le moins chargé de culture esthétique. C'est aussi le plus gestuel. Que dit le mot façon ? Mes façons d'endormi disent tout ce que je peux et que je ne peux pas être, vivre, faire endormi, car on peut tant de choses, endormi, ose Michaud,
Mes façons d'homme gauche disent tout ce que je peux et ne peux pas être, faire, vivre avec la partie gauche de moi, avec mon être gauche. Dans ces moments habituels ou accidentels où je suis réduit à un morceau de moi, morceau d'homme, parce que les façons apparaissent d'emblée chez Michaud comme des personnalités, complètes quoique temporaires, des individus, mais momentanés, des moi possibles, des allures de la vie, pour le redire avec Canguilhem. Je cite façon d'endormi, façon d'éveillé. En me réveillant le matin ou au cours de la nuit, le décalage est frappant entre l'individu que communément je suis de nuit et celui que je suis devenu de jour et qui fonctionne, vit et ressent avec des façons et un style sensiblement différents. Et avec Constance, Michaud, je crois, tient à cette idée. Un style est un homme en moi. Et Michaud d'appeler chacune de ces pistes un style morceau d'homme. Moins que quelqu'un, un moment d'être, une direction, et plus que quelqu'un, une idée de vie qui emporte l'individu au-delà de lui-même, qui le transforme lui-même en arène d'un grand combat, d'un grand débat entre ces façons qui se disputent en lui, qui se le disputent en quelque sorte, chacune voulant emporter le morceau. Et le plus frappant peut-être est que Michaud ait gagné cette pensée des styles morceaux d'homme sur une quête initiale de propriété. Sa première poésie est davantage occupée, je crois, à l'expression des traits caractéristiques, de ce qu'il appelle les formes propres, ce qu'il appelle aussi les styles originaux, les procédés propres, déterminant, je dirais pongiennement, la façon dont un être s'y prend pour être. Je cite « La vache, pour se rendre compte, possède seulement sa langue et ses sabots. Son monde, les aliments et les terrains stables ou instables, son alternative devant les êtres, ou les brouter ou buter contre. » On songe à Uexcule, évidemment. Et puis plus tard encore, le thermocotère a quelque chose de sûr, de sans réplique, son style est simple, je te vois, je te détruis. L'individu ici fait bloc, Michaud parle du bloc homme, autour de son pouvoir, de cette idée éperon qu'il brandit obstinément devant lui et que Michaud donc veut appeler son style. Et pourtant, aujourd'hui je proclame dur et sec que je suis comme ceci, fixe là-dessus, déclarant que je maintiendrai serré sur cette affirmation et puis arrive demain, à tourner le vent, ne reviendra plus. Mais bon Dieu, qu'on me donne donc un substantif, un maître qualificatif où je puisse me coller à jamais, mais halte là. Là donc est l'aventure de l'individuation, à la fois la recherche d'une tenue autour d'un maître qualificatif et le refus de s'y tenir. Car Michaud a aussi très tôt senti en lui la mutilation que suppose le fait de se faire individu, c'est-à-dire de se faire ceci plutôt qu'autre chose. Toute vie, dit-il, est un choix. Des morceaux de personnalité sont rejetés de la conscience, sont sacrifiés parce que non viables, inopportuns, néfastes au bloc homme public vivant en société. Mais ces lignes de fuite reviennent le hanter la nuit, suspendant leur inhibition. Je cite encore, « Les morceaux d'hommes sacrifiés cessent d'être repoussés de la conscience. Le rêve est l'apparition du morceau d'homme sacrifié. » Donc je crois que la poésie de Michaud dit cela, fait vivre cela, que la vie non seulement s'engage dans des formes, c'est-à-dire des valeurs, qui sont autant d'idées du vivre, et qui, chez lui aussi, appellent la rage de l'expression, mais surtout qu'elle se débat dans ces formes. Et c'est ce que son corps, par exemple, lui a fait éprouver, et c'est vrai que j'en parle tout le temps. Bref. Dans l'expérience de la chute, explorée dans Bras cassés, la découverte de son homme gauche, d'un homme gauche en lui, de ce qu'il appelle son style gauche. Style gauche qui lui apparaît d'abord comme une pure perte, perte de pouvoir, de capacité, de faculté, d'habileté, mais qui progressivement ouvre à la tenue d'une autre vie en lui. Je cite, « Celui qui est le gauche de moi, qui jamais en ma vie n'a été le premier, qui toujours vécu en repli, ce placide, je ne cessais de tourner autour, ne finissant pas de l'observer avec surprise, moi, frère de moi. » Il ne fallait désormais plus oublier ce bras gauche,
et la forme de vie qu'à lui seul il engage, puisque toute forme est une orientation dans le vivre. Mais il ne fallait pas non plus, je cite encore, sottement l'éduquer, tenter d'en faire un deuxième droit, ni surtout de la main gauche faire une imitation de la main droite. Je tenais à entretenir sa différence, sa personnalité, il fallait la faire mieux sortir, s'établir, danse de la main gauche, mime de la main gauche, style de la main gauche. Quel plaisir, quelle conquête de la mettre à s'exprimer, à être elle-même gauche franche, uniquement gauche. Il y a un progrès et une joie donc à la mettre à s'exprimer, cette modalité du vivre-là. Car si la main gauche devenait brillante, je cite une dernière fois, elle perdrait son être et, plus grave, ce avec quoi elle me met sourdement en relation. Ce avec quoi elle me met en relation. Là est la leçon, c'est l'ouverture de clairières sur d'autres régions, c'est-à-dire d'autres gisements du réel, avec lesquels un style met le sujet en relation, ouvrant dans le monde un autre monde, ouvrant dans le sujet un autre sujet, ouvrant dans le moi d'autres moi. Et ces singularités qu'il sait si bien reconnaître, au dedans comme au dehors, Michaud en reçoit en quelque sorte la colère. Il y a une obstination dans les façons pongiennes, il y a une colère à être dans les façons de Michaud. Il les reçoit comme un point en pleine figure, un gong. Son « deux » n'est pas distinctif, il ne dit pas le classement, ni l'identification, il dit le tour critique, batailleur que prend nécessairement la vie qui ne vit que de et par ce polémos interme, cette guerre au dedans, cette guerre au dehors qui est la vie même. Et c'est décidément peut-être le signe d'une grande différence, d'une grande différence éthique, disons d'une grande différence de courage aussi. J'admire infiniment Ponge, mais il y a quelque chose qui est encore plus requérant ici chez Michaud. Grande différence éthique entre Michaud et Ponge. Ponge dont les façons visaient un pluriel plus apaisé, l'ensemble presque sacré des tours pris par la vie, et non pas cette dimension d'emblée batailleuse du vivre. Là où un Ponge, avant tout phénoménologue, creusait tour à tour chacune des modalités du vivant, Michaud fait surgir d'autres valeurs, d'autres significations de la valeur. La vie ne s'engage pas exactement chez lui dans un pluriel des modes d'être, dans un pluriel des manières, comme chez Ponge, mais dans un pluriel des manières de s'altérer. Et ce débat de la vie avec elle-même, pour elle-même, est cause de grande joie et en même temps de grande fatigue. J'en viens à ma conclusion, je ne suis pas trop longue, ni trop courte. Pas question de paix, dit Michaud, nous sommes inépuisables en expérience. J'y vois évidemment une très grande leçon, parce que cette capacité à témoigner des guerres de style qui se disputent sans paix le réel, cette capacité est indissociable d'une volonté de les endosser et d'en être atteint. Et là est sans doute l'aspect éthique le plus puissant et le plus éprouvant de cette poésie, cette façon qu'a Michaud de prendre sur lui, de prendre en charge la force disruptive des différences. Si l'éthique de Ponge était marquée par la catégorie du mode, celle de Michaud l'est par celle beaucoup plus agonique de l'individuation. L'individuation, non pas où il s'agit pour un sujet de s'individuer, mais aussi où il s'agit pour un sujet de voir individuer, de laisser individuer, de favoriser les individuations du dehors. Individuer, laisser individuer en soi et ailleurs, en se trouvant en permanence réengagé, dans le sentiment d'un pluriel réel, un pluriel constant, difficile, qui est aussi prometteur que requérant et qui ne saurait laisser le sujet indemne. Michaud alors ne nous dit pas seulement qui est le sujet de l'individuation, mais ce qu'il en est du sujet qui favorise les individuations du réel, qui les soutient, qui veut les voir, qui a l'appétit, cet appétit d'altérité dont Laurent a parlé. Ce qu'il en est donc, et non pas qui il est, ce qu'il en est du sujet qui soutient ces altérations du réel, qui par conséquent aussi les endosse, qui les prend sur lui,
qui en est pénétré, altéré ou secouru, et là est aussi la magie. C'est une disposition formidable, difficile, et qui consonne par exemple avec les engagements les plus contemporains de l'anthropologie, qui favorise une interrogation chez quelqu'un comme Viveiros, mais bon, la comparaison serait un peu absurde ou bizarre, mais peut-être pas, une interrogation sur ce qu'il en est de nous, si nous se laisse vraiment affecter par d'autres manières d'être homme. Et un tour d'écrou supplémentaire se donne ici par rapport aux logiques modales, celles que je voyais chez Ponge ou chez Mauss, parce qu'ici le pluriel fait violemment retour sur celui qui veut le voir. Et l'acquiescement, je remercie Martin d'avoir insisté déjà sur ce mot, l'acquiescement à ce retour offensif des singularités sur le soi, dans sa difficulté proprement éthique et politique aussi, m'apparaît comme une tâche particulièrement actuelle. J'en ai fini.